Bonjour à tous. Alors, je vais parler en langage inclusif, donc ça va peut-être vous perturber un petit peu l'esprit. Je m'appelle Kevin et du coup, d'abord, je vais laisser les personnes qui sont ici présentes se présenter et vous dire qui elles font. Ah oui, langage inclusif, c'est une gymnastique. Voilà, tu peux commencer. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine Ancevich. Je suis cofondatrice de l'association Parents et Féministes. J'ai un parcours de cadre dans la fonction publique territoriale sur les questions d'égalité et de droits des femmes. Et je suis depuis peu salariée de l'association Parents et Féministes en tant que responsable du développement et de la coordination. Bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Cédric Rostin. Dans mon parcours, je suis d'abord papa. Je suis papa d'une petite fille qui a bientôt 4 ans et qui est instruite en famille. Ça, c'est mon premier métier. Mon second métier, c'est podcasteur du podcast Papatriarcat. Je suis aussi auteur du livre Tu vas être papa, publié chez First, et conférencier sur les sujets de paternité et d'égalité de genre au niveau de la parentalité. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Pauline Rochard, fondatrice de Grand Place, qui est une société de conseil et de formation. Et j'interviens sur 3 champs d'expertise. Le premier, c'est la qualité de vie au travail, donc en mobilisant les outils de la recherche en sciences sociales, l'égalité professionnelle, donc l'égalité homme-femme, et les questions de parentalité. Voilà, donc je fais des formations, des conférences, et aussi je suis experte au lab Welcome to the Jungle, le média peut-être que vous connaissez, sur ces sujets d'inégalité et de parentalité. Voilà. Et moi, je m'appelle Kevin Semiramoth et je suis web designer et accessoirement fondateur de Coworkware, donc une association de travail en coworking, mais en non-mixité LGBTQIA+. Donc tout d'abord, en fait, ça va se découper en 2 temps. Vous allez avoir un temps où vous allez nous écouter et un temps où vous allez pouvoir poser des questions qui durera 15 minutes à la fin. Première question, c'est un peu le sujet du coup, en quoi la parentalité ou les enfants sont une source d'inégalité au travail, et je vais laisser les personnes répondre ici présentes. Tu peux commencer. Ok. Alors d'abord, moi j'avais envie de distinguer le travail, le terme de travail et le terme d'emploi. On peut travailler sans être payé pour ce travail. Quand je fais mon potager, je travaille. Quand je fais de la couture, si j'en fais, je travaille. Quand je fais à manger, je travaille. C'est juste que je ne suis pas payée pour le faire. Après, il y a une distinction aussi intéressante à faire entre le travail productif et le travail reproductif. Le travail reproductif qui va être un travail rémunéré, valorisé, visibilisé, et le travail reproductif, donc le fait de s'occuper de la reproduction de la force de travail, le fait de préparer à manger pour les personnes qui rentrent au foyer, d'avoir une maison, des vêtements propres, une hygiène du foyer, de faire grandir les enfants, etc. Tout ce travail reproductif, c'est un travail qui est, notre société, on a décidé ainsi pour le moment, qui est gratuit, qui n'a pas tellement de valeur, qui n'est pas très intéressant, qui est invisibilisé, qui est naturalisé aussi. Ce serait les compétences pour exercer ce travail reproductif seraient censées tomber du ciel, soit parce qu'on est né et qu'on a été assigné fille, soit parce que on est devenu mère, on a accouché, donc on devrait avoir plein de compétences pour faire ça facilement et en plus être heureuse de le faire. Et épanouie et en forme, etc. Donc il y a vraiment une binarité entre travail productif et travail reproductif, et on retrouve la façon dont sont organisés les rapports de genre. La notion de genre, c'est une notion qui contient justement la binarité, la complémentarité, et puis une hiérarchisation aussi. C'est ce que Françoise Héritier a appelé la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire que, du côté du féminin et du sexe femelle, et de l'autre côté du masculin et du mâle, on va pas avoir la même valeur. Il y en a un qui vaut plus que l'autre, et vous savez lequel. Donc tout ce qui est associé finalement à la parentalité, c'est le travail reproductif, et donc du fait de la construction des rapports sociaux de sexe, des rapports de genre, la parentalité, c'est quelque chose de dévalorisé, d'invisibilisé, de rangé du côté du féminin. Et donc, de ce fait, c'est culturellement un obstacle à l'environnement, à la vie,
à l'activité professionnelle, à l'activité productive qui est considérée comme masculine et donc avec deux pôles qui ne peuvent pas se rencontrer parce que donc les rapports sociaux de genre sont polarisés. Du coup, on a un papa qui va oui. lui nous dire pour lui. Alors, du coup, Amandine pose des bases très très importantes et c'est ce qui va expliquer toutes les disparités qu'on va avoir parce que quand on parle de... Alors, c'est vrai que le titre, c'est « Les enfants sont source d'inégalité au travail » et je te remercie, Kevin, d'avoir dit que le sujet, c'était plutôt la parentalité. Les enfants n'y sont pour rien, les pauvres. Mais c'est vrai que, quand on y pense. Et c'est vrai que c'est là où ça va poser problème, c'est que justement ce manque de considération, cette dévaluation du travail et du coup de la personne qui l'exécute, ça va amener des inégalités dès l'embauche. Hein, on le sait. Il y a ce qu'on appelle le risque maternité dans les embauches. Peut-être qu'un jour, ce risque ne sera plus considéré ou alors sera partagé à égalité entre les genres. Mais c'est vrai que les inégalités démarrent là. Et les autres inégalités qu'on voit, c'est que du fait qu'il y a une partie du travail reproductif qui est assumée par les mères, par les femmes principalement, et pas par les hommes et par les pères, donc, et tout simplement, on a une division genrée du travail qui est que les hommes sont là pour bosser à l'extérieur du foyer en entreprise, alors que les femmes, les mères, se tapent en plus le travail reproductif. Donc soit elles font double, triple semaine, soit en fait elles perdent du terrain sur le champ du travail à l'extérieur du foyer, sur le champ de l'emploi, pour essayer de rester dans des termes plus propices à l'échange. Et ce sont là que se creusent les grosses inégalités, parce que c'est derrière ce qui va creuser les inégalités de montée en compétences et forcément aussi de rémunération, et ainsi de suite. Ouais, non, mais effectivement, beaucoup de choses ont été posées et je pense fondamentales. Peut-être revenir sur cette histoire d'inégalité en termes de travail domestique et parental, redire peut-être le chiffre, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais les femmes aujourd'hui consacrent en moyenne 4h38 par jour au travail domestique et parental contre 2h26 pour les hommes. Donc, vous voyez, c'est c'est le double. Et on pourrait penser, oui, mais ça progresse, il y a les nouveaux pères, etc. Il y a toujours des gens qui nous disent, oui, mais chez moi, c'est pas comme ça, moi, je m'implique, etc. Il faut regarder les statistiques au niveau global, sinon on ne fait pas de sociologie, on parle d'expérience individuelle. Et au niveau global, ça a progressé d'1 minute par jour, l'implication des pères en 10 ans. Donc, c'est juste pour se redire qu'en fait, il y a encore des combats à mener sur ce champ-là et ça progresse très, très doucement. J'avais envie de redire le chiffre parce que je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et puis, ce que tu disais, Cédric, aussi, c'est hyper important sur le fait que cette inégalité-là d'implication sur le travail domestique et parental a un impact très fort sur les carrières. Et du coup, crée des freins pour la carrière des femmes. Pourquoi ? Quelques exemples concrets. Comment aujourd'hui on grimpe dans la hiérarchie en entreprise ? On est encore beaucoup sur des sociabilités informelles et sur le fait d'avoir la bonne info au bon moment. Et effectivement, souvent ça se passe en dehors en fait du bureau ou le soir, vous savez, dans des after-work ou des endroits de networking, etc. Sauf que ces événements sont majoritairement organisés le soir. Et quand on est parent, on connaît le tunnel 18h-20h. En fait, c'est juste impossible de ne pas être chez soi. Et du coup, on n'est pas aux endroits où se font les mobilités, où se font les carrières. Donc, c'est aussi en ça qu'on est tenu à l'extérieur de ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on peut grimper dans la hiérarchie. Et juste aussi revenir sur les écarts de rémunération dont Cédric, tu parlais. Là encore, peut-être redire le chiffre. Donc, on a en moyenne 28% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes aujourd'hui en entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête qu'il y a une pénalité maternelle très forte, c'est-à-dire que le revenu des femmes qui deviennent mères baisse en moyenne de 25% dans l'année, enfin après la naissance, en fait. Or, les pères ne sont pas du tout concernés par cette baisse de revenus, et voire ils sont même valorisés. C'est ce qu'on appelle la prime en fait pour les pères. Et pourquoi ? C'est que sociologiquement, ou culturellement, certains employeurs, certains managers ont encore en tête que ils deviennent pères, donc ils acquièrent encore plus de responsabilités, encore plus d'aisance dans leur rôle de bon père de famille, et donc ça va se répercuter dans le travail, ils seront encore mieux gérés de grosses responsabilités, etc. Donc quand on y pense, c'est quand même incroyable ce truc. Quand on devient mère, nos revenus baissent et potentiellement notre carrière se freine
parce que la double journée, etc. Et les pères, à l'inverse, ils ont une prime à la paternité. Voilà. Donc oui, il y a vraiment un encouragement culturellement construit à désinvestir le foyer du côté des hommes, parce que surresponsabilisation masculine au moment de l'arrivée d'un enfant, et à désinvestir finalement le champ professionnel pour les femmes, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, même sans avoir d'enfants, d'ailleurs, il y a une présomption de maternité qui pèse sur les femmes, donc on n'est pas du tout à égalité face à un employeur ou une employeuse quand on a la trentaine à peu près, et c'est finalement le moment où les carrières peuvent être boostées potentiellement qu'on rentre dans la parentalité aussi. Et puis je voulais aussi dire que là-dessus, qu'il y a deux choses. Déjà que la journée de travail professionnelle, d'activité professionnelle telle qu'on la conçoit aujourd'hui, donc à l'extérieur du foyer, elle a été fabriquée à la période de la révolution industrielle, où c'est une période où il y a un gros besoin de main-d'œuvre ouvrière, et où les ouvriers sont appelés à occuper à investir les usines, à donner leur force de travail, à échanger leur force de travail contre de l'argent. Et la figure de l'ouvrière, elle va se développer aussi à ce moment-là, mais elle est très très mal vue. Et on incite fortement les femmes à garantir la moralité du foyer, à garantir à être là comme vraiment les gardiennes du foyer. Mais la situation économique faisant, étant de plus en plus critique, les ouvrières, les femmes vont intégrer de plus en plus les usines, sauf que le poids du travail reproductif, il ne va pas disparaître. Et la journée de travail n'a jamais été... D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un moment, elle a été pensée, en tout cas, est-ce qu'il y a eu à un moment un rapport de force suffisant pour penser l'activité professionnelle comme un moment qui fait partie de la vie, mais qui n'est pas une fin en soi. Mais finalement, voilà, tout ça pour dire que la journée de travail, elle a été pensée pour des modèles masculins qui n'ont pas à gérer le travail reproductif, qui est finalement quand même qui est la base de la vie humaine en fait. S'il fallait pour qu'un bébé survive à la naissance, il faut qu'on s'en occupe énormément. Si on comptait sur les pères aujourd'hui et leurs 30% de travail domestique, on aurait une mortalité infantile incroyable, quoi. Donc voilà, donc du coup aussi pour dire qu'il y a un travail sur les masculinités important à faire. Et bon, j'en parlerai peut-être plutôt à la fin, mais voilà, sur toutes les valeurs autour des masculinités qui valorisent encore énormément le surinvestissement professionnel, ou vraiment l'identité professionnelle, c'est comme un gage de valeur humaine pour les hommes, mais qui piège les hommes, et du coup par ricochet qui piège les femmes et les enfants, et qui entraîne tout le monde vers des gros écarts en termes de partage des tâches, des écarts en termes de revenus. Et quand j'ai plus en tête les chiffres du taux de séparation dans les années qui suivent une naissance, mais en gros, les séparations, elles existent, et les écarts de revenus et la paupérisation des familles monoparentales et des femmes, elle est aussi très très forte, parce que c'est voilà, du fait de toutes les inégalités dont on vient de parler. Alors du coup, on va passer à la suite, parce que du coup, Web Today, qui dit Web Today dit freelancing, dit télétravail et toutes ces choses-là qui peuvent être accompagnées au long d'une carrière. Donc du coup, la petite question, c'est, par exemple, moi, je suis freelance, je ne suis pas encore père. Et est-ce que je pourrais être père ? Est-ce que je pourrais être mère, du coup, si j'étais une femme ? Est-ce que je pourrais être freelance et mère ? Et là, je vais vous poser la question, parce que du coup, il y a peut-être une distinction. Est-ce que je peux être freelance et père ? Est-ce que je peux être freelance et mère ? Ou est-ce que je peux être freelance et parent ? Du coup, voilà, vous allez pouvoir donner votre avis. Qui peut commencer ? Moi, c'est ma situation, donc je peux peut-être en parler. Alors moi, ce qui est rigolo, c'est que je suis devenu père en tant que salarié. Donc j'ai connu ces difficultés-là. Et ensuite, je suis père en tant que freelance. Je rappelle que ma fille est instruite en famille, donc elle ne va pas à l'école. Donc elle est à 100% du temps en disponibilité à la maison. Et donc ça demande, oui, on peut, tout à fait on peut. Par contre, ça demande, je pense, de prendre en considération toutes les compétences organisationnelles qu'il faut avoir. Et là, j'ai un message à passer qui est presque en dehors de la paternité, c'est si vous êtes freelance, franchement, offrez-vous des formations d'organisation du temps.
de structuration du travail, parce que une fois que vous devenez parent, tout change. Et que ce qui vous semblait, vous savez, les parents, on a une grande phrase, je pense que ça va vous parler. Des fois, on se dit, mais comment je faisais avant pour dire que j'étais fatigué? Ah, en fait, ça allait. Et en fait, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc, il faut vraiment anticiper tout ça, tout en prenant en considération dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut réfléchir avant, notamment dans la part du travail domestique et familial qu'on peut fournir à la maison. C'est ça, c'est comment est-ce que ça se passe à la maison. Et là-dessus, c'est simple à faire. Si vous étiez juste dans une entreprise avec un business à faire tourner et que vous voudriez savoir qui fait quoi dans l'entreprise, vous tireriez une liste sur une feuille, vous direz, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, moi je fais ça. Et en fait, cette liste, il faut la faire avant d'être parent. Ça, je pense, c'est un des premiers tips qu'on peut vraiment donner. Faites cette liste. Vous voyez comment ça se passe vraiment à la maison. Je vous le dis tout de suite, les gars, non, c'est pas vous qui faites le plus, très clairement. Désolé de briser des rêves, mais en fait, ça serait peut-être bien déjà de penser ça, d'équilibrer ça, et ensuite de se renseigner sur ce qui va se passer. Mais c'est tout à fait réalisable. Et en prenant en considération du coup dans l'exigence que ça peut demander d'être freelance et de devenir parent, en l'occurrence, c'est de prendre en considération le fait que maintenant il y a un congé paternité et coparent qui est quand même rémunéré sur une certaine période, même pour les indépendants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais un mois, c'est clairement pas assez. Donc prévoyez une période, soit après ce mois, de non-travail, de non-emploi en fait, pour être vraiment là sur du temps familial et d'organisation familiale domestique, ou alors à minima, voilà, une activité réduite au maximum. Ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait, mais en fait, on fait comme ça, quoi. C'est très concret, très réaliste. Désolé, ça ne vend pas du rêve, mais en tout cas, c'est la réalité. Ouais, peut-être sur le passage du statut salarié à freelance, ou en tout cas les différences. Moi, je voulais juste dire que on observe une montée du travail indépendant, ça c'est indéniable, mais pour autant la majorité de l'emploi en France, ça reste le salariat, le CDI, et c'est pas près de basculer à l'inverse. Mais en fait, il y a beaucoup de mythes aussi autour du freelancing et de l'indépendance. Quand on écoute moi-même, je suis freelance aussi et mère de 2 petites filles. Au début, on voit tout ce qu'on n'avait pas en étant salarié. Donc on se dit, mais c'est incroyable, la liberté qu'on a d'organiser notre temps, la souplesse en termes de travail, la flexibilité, etc. Sauf qu'au fur et à mesure qu'on expérimente l'indépendance, on se rend aussi compte de tout ce à quoi on a renoncé en quittant le travail salarié. Et aujourd'hui, effectivement, l'emploi et la structure de l'emploi est organisée en pensant travail salarié, et les indépendants sont vraiment sur le côté. Quelques exemples en termes d'inégalité face à la parentalité. Alors oui, le congé maternité-paternité est aligné maintenant, les indépendants et les salariés, ça heureusement, mais vous savez, quand vous êtes salarié, vous avez souvent accès à des crèches d'entreprise, ou en tout cas, il arrive que les entreprises participent au financement des modes de garde. Il y a aussi des chèques vacances, tout ce genre d'avantages en fait, qui peuvent paraître très accessoires quand on se lance en indépendance. On se dit, oh ouais, bon, ça, c'est ringard, c'est le modèle fordiste, le package salarié. Un accès à une mutuelle. En fait, tout ça, quand vous êtes parent, vous regardez les choses bien différemment et vous dites, ouais, c'est quand même très appréciable en fait d'avoir tous ces avantages-là. Donc, moi, je pense que c'est une question hautement politique de défendre En fait, il faudrait travailler vraiment sur l'accès aux droits des indépendants, parce que c'est complètement lié à la question de la parentalité. Et oui, si on veut être freelance et parent et pouvoir bien le vivre, en fait, il faut se mobiliser et il faut il faut revendiquer des droits qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont offerts qu'aux salariés. Il y a vraiment un truc de insider-outsider en France, quoi. Si on n'est pas dans le modèle classique du salariat dans une grande entreprise, on renonce quand même à beaucoup d'avantages. Alors, ça a des avantages, l'indépendance en tant que parent, mais quand même, au niveau des politiques publiques, on n'est pas encore à l'égalité, quoi. Oui, ça me faisait penser aussi je pense, à un point qu'il est important de dire, c'est que, et je vais arriver au télétravail, et aux situations de confinement et de travail à domicile forcé qu'on a appelé télétravail, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça du télétravail, mais bon, bref. En tant que petite fille et petit garçon, on est toujours socialisé de façon extrêmement stéréotypée. Quand on regarde les jeux qui sont proposés aux petites filles et aux garçons, les jeux qu'on va avoir tendance, si on ne déconstruit pas nos propres stéréotypes, à leur offrir, les
les types d'encouragement qu'on va avoir ou qu'on ne va pas avoir. Et puis, si on regarde aussi les attitudes des professionnels, on s'aperçoit que, on voit, les études sociologiques, elles montrent que l'éducation des filles et des garçons, elle est toujours très, très genrée. Et c'est quoi le problème? C'est qu'on ne développe pas du tout le même type de compétences. Par exemple, dès l'école maternelle, on voit que, sans le faire exprès, les enseignantes et les enseignants laissent 60% de l'espace de parole aux garçons. Ne reprennent pas les petits garçons qui vont couper la parole et même donc rentrent en communication avec eux, établissent un dialogue avec ces petits garçons sans considérer la parole de la petite fille qui a été coupée. Dans les cours de récréation, dès l'école maternelle, on va, sauf si les professionnels sont formés, mais aujourd'hui, moins de la moitié est formée, parce que les politiques n'ont pas eu encore la volonté de le faire. Donc appel au ministre de l'Éducation nationale. C'est dans la loi d'ailleurs, la prévention des stéréotypes à l'école. Donc voilà, on éduque les petits garçons pendant des siècles consciemment et aujourd'hui inconsciemment à monopoliser l'espace de parole, à se poser en tant qu'expert de sujets qu'ils ne connaissent pas. Ça fait des mansplainers en réunion qui ont rien contre nous a priori et qui peuvent se dire féministes mais qui ne font pas exprès. Ils ont été éduqués comme ça. Et nous, en tant que femmes, on a été éduqués à trouver normal qu'on nous coupe la parole, à avoir l'impression que nos idées sont moins intéressantes, mais par contre à se mettre dans des postures d'attention à l'autre, d'hyper-empathie, de soins, de regarder qui a besoin de réconfort, qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'un câlin, est-ce que vous avez soif? Et tout ça, c'est des choses qui vont être exacerbées au moment où on rentre dans la parentalité. Pourquoi? Parce que premièrement, on a été éduqués à ça. Ensuite, les images qu'on reçoit en tant que femme ou en tant qu'homme, quand on devient parent, c'est pas du tout les mêmes. En tant que mère, si on ramène une pizza, c'est la junk food. En tant que père, si on ramène une pizza, on est un papa super cool. Enfin, il n'y a que des images comme ça, hyper binaires, hyper en contradiction et pas du tout qui sont pas du tout valorisées ou dévalorisées de la même façon. Donc du coup, il y a une surcharge et une surinjonction aux soins du côté des mères et une incompétence masculine fabriquée qui est quand même culturelle, tout s'apprend, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué en termes de technicité, en tout cas sur les travaux de base, mais c'est compliqué en termes de charge. C'est beaucoup de travail en fait. Quand on n'a pas appris ça, et même quand on l'a appris, c'est beaucoup de travail. Donc tout ça pour en venir, au télétravail. Pendant les situations de confinement, qu'est-ce qu'on a vu? Que les mères, elles laissaient la pièce dédiée, la pièce qui pouvait fermer, dans laquelle on ne pouvait pas être dérangé, c'était généralement les hommes qui la prenaient, les pères qui la prenaient, que les femmes, elles travaillaient dans des pièces avec des enfants autour qui les interrompaient, aussi, même avant les périodes de confinement, le partage des tâches, il est encore pire quand les femmes sont sur des postes à horaires variables. En gros, elles sont censées pouvoir tout caser, quoi. Donc finalement, ce qui protège, sur le global, quand on regarde les chiffres nationaux, ce qui protège le plus les femmes, ça va être les horaires fixes en termes de partage des tâches. Et après, quand on rentre chez soi, ou quand on est chez soi, quand on travaille chez soi, finalement, on négocie sans arrêt avec son conjoint qui, généralement, n'a pas du tout été socialisé et éduqué de la même façon que nous, d'où les conflits autour de ce sujet. Donc ça en vient au point on a parlé de freelancing, et puis du coup, on s'est calqué sur ce modèle qui paraissait absolument fabuleux du freelancing. Du coup, on a fait le télétravail et on continue à le promouvoir, voire à le développer maintenant dans différents secteurs parce que c'est plus facile pour X ou Y raison. Et du coup, on parlait de charge mentale, et du coup, je voulais vous poser la question, cette fameuse charge mentale, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle diminue? Parce qu'elle devrait diminuer, on dit que la société évolue, donc elle devrait diminuer, ou est-ce qu'elle augmente, elle diminue, elle reste constante? Je vais vous laisser en tant qu'expert nous dire. En fait, par rapport au télétravail et à ces sujets-là, il y a quand même la période du confinement qui a été déterminante, qu'Amandine a évoqué. Je voudrais juste te dire un mot, parce que moi j'échange avec beaucoup de papas, énormément de pères. Le nombre de darons qui se sont aperçus qu'ils avaient des enfants.
à cette occasion, je vous assure que c'est hallucinant en fait. Pour eux, les enfants, en fait, c'était des accessoires qu'on sort le week-end. Je sais que ça fait violent un peu ce que je suis en train de dire, mais très concrètement dans les faits, ce sont des accessoires qu'on sort le week-end, qu'on montre en société, souvent pour se faire mousser. Vaut mieux qu'ils se tiennent bien parce que sinon, c'est mon image qui va être ternie. Ça servait plutôt à ça les enfants en fait. Tout à coup, ils découvrent qu'un enfant, il faut que ça mange, il faut que ça se lave, faut machin. Mais pourtant, d'habitude, c'est pas moi qui le fais. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas propre. Voilà, donc, il y a tout ça qui se passe. Et donc, fatalement, qu'est-ce qui se passe? C'est chiant. Donc, comme c'est chiant, on va prendre la pièce qui ferme bien. On va laisser maman se débrouiller avec. Et en fait, au niveau du télétravail, il y a deux choses qui se passent. Pour moi, il y a l'organisation du foyer telle qu'elle était prévue sans le télétravail. C'est-à-dire que si à la base, le mec ne fout rien à la maison, il n'en foutra pas plus en télétravaillant. Et l'autre sujet, c'est aussi les messages que porte l'entreprise. Et là, je pense que chaque entreprise, chaque employeur, employeuse a une responsabilité. C'est que dire à quelqu'un, ah bah attends, il y a grève des cantines, il y a grève de l'école, tu sais quoi, mets-toi en télétravail. Ça ne marche pas. On ne doit plus tenir ce discours-là en entreprise. Il y a une grève des cantines, une grève des écoles, tu n'as pas de moyens de garde. Après, on se débrouille comme on veut, on pose un jour enfant malade si on veut, enfin bref, on bidouille comme on veut, mais tu ne peux pas travailler à ce moment-là, parce qu'en fait, tu vas devoir assurer un travail domestique, familial et parental à part entière sur ta journée. Et ces discours-là doivent aussi changer, parce que très sincèrement, le daron, du coup, il rentre chez lui en se disant « Putain, il faut que je m'occupe des gosses, et puis il faut que je fasse la réunion, et puis j'ai tel dossier. » Et j'entends bien qu'on doit pouvoir le faire, puisqu'il y en a qui le font de manière beaucoup plus compétente, avec beaucoup plus de compétences et d'habitude, qui viennent d'une socialisation à la base. Mais en attendant, ces darons-là, ils ne savent pas comment faire. Donc il y a un vrai sujet aussi de la communication de l'entreprise à tenir. Et je pense que là, si nous avons dans l'assistance des employeurs, des employeuses ou des futurs employeurs, employeuses, c'est quelque chose à prendre en compte. Et si vous êtes freelance, et ça je vous invite vraiment à le faire, moi c'est quelque chose que j'ai mis en place, n'hésitez pas à annuler des réunions, à annuler des contacts clients, ou bien à dire, ok, il y aura, ma fille, elle a tel âge. Tout simplement. Si le client ne peut pas décaler. Et ça, en fait, vous verrez, on a toujours peur, parce que nous aussi, on est sociabilisé avec ce truc de la parentalité, les enfants, c'est pas ouf. Et en fait, moi, 100% des fois où j'ai dit ça, en fait, ça aboutit sur une excellente expérience et surtout une prise en compte de mon sérieux et de ma responsabilité. Moi, je voudrais dire deux choses sur le télétravail. Quelque chose que tu as dit, Cédric, qui est hyper important, c'est la façon dont on communique sur le télétravail en entreprise. Et le fait de le présenter comme un avantage, ça, c'est vraiment la fausse bonne idée, parce qu'en fait, ça crée vraiment des inégalités femmes-hommes. Enfin, en tout cas, ça contribue, ça alimente ce petit... comment dire, cette habitude de dire en fait le télétravail c'est pour du coup s'occuper de sa famille et être plus libre et être dispo pour emmener l'enfant aux rendez-vous médicaux, pour aller les chercher plus tôt à l'école, pour s'occuper de faire les entretiens avec la nounou qu'on va potentiellement embaucher dans quelques mois. Enfin, en fait, tout ce travail domestique et parental, il faut qu'on arrête de se dire c'est forcément à la mère de s'en occuper. Et malheureusement, quand même, en entreprise, on a encore beaucoup ces stéréotypes-là. Et à l'école aussi, dans toute la société, quand un enfant se casse le bras ou se fait mal à l'école, dans 90% des cas, on va appeler la mère d'abord. Et ça, les employeurs le savent. Et donc, en fait, ils font très, très vite l'assimilation. Du coup, télétravail égale avantage pour pouvoir être plus souple. Mais non, télétravail, c'est pas un avantage. C'est une forme d'organisation du travail qui se pense collectivement, dans laquelle il faut avoir des règles qu'on pense en collectif avec tous les membres de l'équipe, et c'est pas ça va faire plaisir à machin parce qu'elle est maman, quoi. Non, là vraiment on continue d'alimenter le sexisme ordinaire, voire le sexisme bienveillant. Donc vraiment là-dessus, je pense que c'est hyper important de rappeler ça, et aussi revenir sur une notion aussi historique et culturelle, c'est que le télétravail ou le travail indépendant ou le fait de travailler depuis la maison, le piège qu'il y a quand on fait ça, c'est que souvent le salaire de la femme, les revenus de la mère, sont considérés encore comme le salaire d'appoint dans le foyer, puisqu'il y a des inégalités de salaire et que majoritairement les hommes gagnent mieux leur vie que leurs compagnes. Et du coup, quand il y a des choix à faire, ou quand on va effectivement se dire il y a un seul bureau dans la maison, qui va l'avoir si on doit tous les deux travailler depuis la maison, c'est celui qui gagne le plus. Donc, et en fait, on alimente ce truc de la mère ou la femme, elle est le salaire d'appoint. Elle va et si elle s'investit moins dans sa carrière, c'est pas grave parce que c'est pas elle qui fait tourner la baraque, quoi. J'exagère un peu, je caricature, mais c'est pour vous illustrer cette notion-là. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant, effectivement, à
discuter, à penser la répartition des tâches dans le foyer quand on est dans des situations de télétravail, parce que c'est possible et c'est une avancée. Je ne suis pas du tout en train de dire que le télétravail, c'est horrible. C'est vraiment une avancée, mais il faut que ce soit, pensé de manière collective en entreprise comme un modèle de fonctionnement, un modèle d'organisation du travail, et discuter au sein du couple pour éviter du coup ces inégalités-là. Alors, il nous reste 15 minutes avant les questions. Donc, on va avoir 2 temps. Un premier temps sur pourquoi, avec ces parentalités, on voit des profils plutôt féminins, où du coup, au moins la parentalité fait disparaître des compétences ou des personnes avec des compétences, et pourquoi beaucoup de femmes disparaissent du champ du salariat ou du champ de hautes compétences avec la parentalité. Je vais vous laisser pouvoir rebondir dessus. Ça, c'est un peu lié à tout ce qu'on se dit depuis le départ. C'est que, en fait, il y a de telles inégalités au sein du foyer que du coup, ça a un impact sur la carrière. Et deuxième chose, c'est que globalement, en fait, c'est entre 30, l'âge moyen d'un premier enfant, c'est 30 ans, en moyenne en France, entre 30 et 40 ans, c'est le moment où, professionnellement, on attend le plus de toi. C'est le moment où, déjà, toi, tu te sens plus légitime parce que tu commences à avoir acquis de l'expérience, tu te sens plus légitime dans ton job, tu acquiers des responsabilités, tu te dis, là, c'est le moment où j'ai envie de m'investir à fond. Et paradoxalement, c'est le moment où tu as le moins de temps pour le faire, en fait, quand tu deviens parent, typiquement. Et ça, c'est quand même un énorme paradoxe. En fait, c'est un âge de la vie où on attend de toi que tu aies une niaque au travail qui soit incroyable et qu'il faut que tu montres que tu sois engagé, productif, etc. Mais en fait, dans les faits, par rapport à tout ce qu'on se dit depuis 40 minutes, là, c'est très compliqué encore de conjuguer parentalité au travail. Vous savez, il y a beaucoup de féministes qui disent, en fait, on nous demande d'être mère comme si on n'avait pas de travail et on nous demande d'être au travail comme si on n'avait pas d'enfant. En fait, tant qu'on est là-dedans, ça va être difficile de changer les choses. Et donc, c'est vraiment un changement culturel, je pense, qu'il faut réussir à mener. Et pour revenir à ta question, Kevin, qui est de dire, mais pourquoi, en fait, aux alentours de 30 ans, effectivement, on voit beaucoup de mères et de femmes, en fait, c'est même pas déserté, mais oui, elles quittent certains secteurs, par exemple, où il y a une injonction au présentéisme très fort, parce qu'elles n'y arrivent pas, en fait. Tu parlais du monde de la culture, des artistes. Moi, j'interviens dans le monde de la culture pour des formations aux violences sexistes et sexuelles. Et effectivement, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile de travailler dans le monde de la culture où on vous demande une disponibilité horaire extensive. C'est-à-dire, vous devez être là le soir aux représentations, vous devez travailler le week-end, etc. Dans les faits, c'est extrêmement difficile de conjuguer parentalité et ces jobs-là. Ces jobs où, en fait, très souvent, les gens sont passionnés. Donc, en fait, sous couvert de métier passion, on va leur demander de consacrer leur vie au boulot et de plus du tout mettre de limites entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et ça, c'est très, très dangereux. Et donc, dans les métiers liés à la culture, mais aussi à l'économie sociale et solidaire, aussi à la tech, où en fait, on a ces injonctions à se montrer très engagé, c'est vrai que c'est encore très difficile aujourd'hui de conjuguer carrière et parentalité. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. On parlait de culture où il y avait une sorte de désertation des femmes dans autant les artistes qui ne pouvaient pas faire leur période de création avant représentation, par exemple, ou les périodes de garde en fait des enfants, parce qu'elles avaient la charge à elles et que du coup, il y avait beaucoup plus d'artistes hommes vers 30-40 ans qui arrivaient à se développer et que les femmes disparaissaient de ce cercle. On le voit même des artistes très connus qui finissent par laisser leur carrière en pause pendant 5-10 ans, et on se dit pourquoi? Parce que j'ai eu des enfants. Et du coup, il y a cette inégalité. Et je voulais vous poser aussi, faire un petit exemple. J'ai ma meilleure amie qui est actuellement avocate, actuellement enceinte de 8 mois, et on lui dit ça serait bien de partir 2 semaines avant ton congé, avant que tu accouches. Ça serait bien de partir parce que y a quand même du travail, et ça serait bien de revenir au bout de 2 mois après, et 3 mois, ça fait peut-être long. Est-ce que c'est normal pour vous, ce genre de choses? Non, c'est absolument pas normal. Mais c'est là aussi où tu vois, je vais m'éloigner un petit peu du sujet pour aller sur le champ sémantique. C'est là aussi où tu vois qu'il y a des métiers comme ça, des professions où c'est tellement colonisé par les hommes et par des masculinités, des virilités, qu'on ne peut pas penser autrement. Je vais te poser une question toute simple. Est-ce que ton amie, elle se fait appeler maître ou maîtresse? Maître.
Voilà. Tout simplement, c'est qu'il y a des professions, on n'a même pas le droit d'utiliser la féminisation de son nom de profession, en tout cas l'aspect féminin. Et par rapport au fait qu'il y ait des femmes ou pas dans certains corps de métier et dans certains postes à responsabilité, au-delà de la parentalité, moi je vous invite à réfléchir aux personnes dans l'assistance, au fait de regarder les annonces aussi, telles qu'on les pose, et comment est-ce que dans le langage, on exprime ou pas notre volonté de laisser la place, ou en tout cas de dire que c'est OK pour les femmes. Dans l'épisode de podcast que je sors cette semaine, c'est justement des sujets, et moi j'ai appris un truc, c'est que si on regarde les postes de fonctionnaires au ministère de l'Intérieur, le seul intitulé de poste féminisé, c'est femme de ménage. Donc c'est très intéressant. Ouais, mais regardez les annonces dans la tech. Regardez combien est-ce qu'il y a d'ingénieurs et d'ingénieuses. Ça n'existe pas en fait. Donc ce sont des choses comme ça qu'on doit réfléchir. Et bien sûr, ça va permettre aussi aux femmes, au-delà des sujets de parentalité, de se dire c'est aussi une place pour moi. Oui, il y a la question des mots, il y a la question des images aussi. Quand on fait des visuels sur les questions de parentalité, quand on met en scène, quand on illustre un article qui parle de parentalité, quelles sont les images qu'on utilise ? Moi, je travaillais dans une collectivité dont le service de la communication voulait réfléchir à ces sujets-là. Et quand on regardait les magazines des précédents mois et qu'on examinait les images qui avaient été choisies pour illustrer des articles qui parlaient de parentalité, déjà on voyait souvent moins des pères, mais quand on voyait les pères, on les voyait en situation de jeu avec les enfants. Et c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, la seule ligne sur laquelle l'implication, le temps passé par les pères a augmenté, c'est le temps de jeu avec les enfants. Donc bon, les images peuvent aussi faire changer les façons de faire, peuvent faire en sorte qu'on va se sentir autorisé ou pas à investir des types de comportements, des activités, etc. Et culturellement, on n'a pas encore pris l'habitude, et ce serait intéressant de réfléchir à ça aussi, de représenter les hommes qui sont parents, les pères, en situation de soins de nourrissons, de soins réalistes, de parentalité réaliste. Là, je me souviens, l'association Parents et Féministes a beaucoup milité donc, pour la réforme du congé paternité coparents. Et quand on voyait, quand les grands quotidiens illustraient des papiers là-dessus, je me souviens d'un papier, je crois que c'était dans Libération, je suis plus très sûre, mais en gros, on avait pas mal d'images avec des hommes en chemise toute propre, avec une bibliothèque derrière et un bébé d'ailleurs qui devait avoir plus de 3 mois certainement. Enfin, la connaissance du sujet zéro, quoi. Ou quand même on a vu le tweet qui a été fait sur le compte de Macron au moment de la réforme du congé, de l'annonce de la réforme du congé paternité coparent. C'est donc un homme de dos en costume bleu marine qui porte dans ses bras un enfant qui doit avoir 3 ans, quoi. Enfin, les gars, ils se sont pas occupés de leurs enfants. Voilà. Et typiquement, le congé paternité coparent, c'est pensé par les personnes de pouvoir sont plutôt des hommes qui se sont beaucoup moins occupés de leurs enfants, pas parce que ce sont de méchants hommes, mais parce que culturellement, les hommes ont été éloignés de la sphère du soin, parce que le système patriarcal et capitaliste a voulu utiliser les hommes pour être soit de la chair à canon, soit de la chair à patron, et les femmes pour reproduire, pour faire monter la natalité, parce que la force d'une nation, elle est fonction de sa population. Voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais oui, sur les images. Et juste pour revenir sur le partage des tâches et ce qu'on peut... un outil hyper intéressant qu'on peut utiliser, qui est un outil gratuit, c'est une application qui a été faite par une asso qui s'appelle Mayday, M-A-Y-D-E-E, qui permet... Julie Epstein, qui est la fondatrice de l'asso, elle propose de faire l'exercice, alors soit seule, soit en couple, pendant 15 jours, de mesurer par type de tâche le temps passé, soit en chronométrant, soit en estimant soi-même, et pour ensuite pouvoir, sur la base de données objectives, comparer de façon dépassionnée et ajuster différemment ou se fixer d'autres
d'autres objectifs de partage des tâches. Donc c'est une appli qui est à but non lucratif. Vos données seront protégées. Bah, écoutez, on a parlé très bien de couples hétérosexuels, c'est super. Est-ce qu'on parlait de congés coparents, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe demain, deux mamans ont un enfant et il y en a une qui prend un congé paternité, si je comprends bien, enfin c'est ce qui est dit pour l'instant dans la loi, et si deux pères ont un enfant, qu'est-ce qui se passe pour eux et comment on peut faire évoluer ces congés parents, déjà ce congé paternité, et comment on peut améliorer ça et aller plus loin pour peut-être, je sais pas, rendre ça neutre dans un avenir utopique. Je vous laisse. Déjà, moi je pense que l'angle, c'est en effet de comprendre que les parentalités évoluent, que les familles évoluent, et ça c'est important. Donc je pense que déjà, un des premiers points pour faire évoluer ces contextes de parentalité, c'est de faire évoluer la visibilité de ces parentalités. C'est de pouvoir en parler en entreprise, de pouvoir expliquer ces sujets-là, de comprendre que, alors c'est Amandine qui nous le rappelait tout à l'heure en off, que le nom du congé paternité, c'est paternité et l'accueil de l'enfant. Tu vois, le mot coparent, il est encore un peu fébrile. Donc je pense qu'il faut oser en parler. Je pense que ce qu'on fait là, c'est très bien. Le politique s'adaptera à la société. Donc si on utilise le mot coparent, encore, ça doit évoluer. Après, il y a des sujets, en effet, c'est pas le même cas quand c'est un couple de femmes, puisqu'on peut avoir en effet un congé maternité et un congé coparent. Par contre, quand c'est un couple d'hommes, en effet, le problème, c'est qu'il y a un autre sujet légal qui intervient et qui est à prendre en compte, c'est le sujet de la GPA, du coup. Donc là, c'est un sujet qui est brûlant. Et du coup, c'est une procédure d'adoption qu'ils font. Et ça, c'est Pauline qui me le rappelait en off encore. C'est qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut faire cette procédure d'adoption. Donc là, on a une vraie inégalité. Donc ce qu'il faut, c'est continuer à militer, continuer à parler de ces sujets. Le problème, c'est quand les sujets se croisent, quoi. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où, du côté bioéthique, on n'a pas résolu le problème de la GPA, ça avancera pas, je pense, ou peu côté congé coparents et parents. En tout cas, moi, je pense que très sincèrement, ce qu'il faut, c'est donner de la visibilité, c'est pouvoir oser en parler. Et aujourd'hui, en entreprise, malheureusement, il y a encore beaucoup d'entreprises où on n'ose pas dire forcément sa situation familiale, par pudeur, mais aussi par peur du jugement. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit faire évoluer. Oui, et du coup, on peut reparler de l'importance des mots et des images et de la communication quand on est en charge de ça et des questions RH dans les entreprises. Effectivement, c'est de mettre des mots, quoi, de parler, d'écrire en fait, et de mettre des images, de rendre visible pour que les employés se sentent plus libres de se déclarer telles qu'elles se voient déjà sur les textes, sur les campagnes, photos, dans les livrets d'accueil des nouvelles et nouveaux salariés. Voilà, je pense que c'est à l'employeur clairement de faire le premier pas là-dessus. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, la question du congé du deuxième parent, elle est liée, il faudra en parler à des personnes plus expertes que nous sur le sujet, mais aux questions de la GPA, parce que je me dis, finalement, c'est peut-être au bon vouloir de l'entreprise d'accorder le congé coparent à la deuxième mère ou au deuxième père. Dans mon entourage, j'ai des situations de couples de femmes, donc par exemple avec une petite fille de 1 an, qui n'a pas encore été... Il y a une procédure d'adoption en cours par la deuxième maman, mais pourtant cette deuxième maman, elle a eu le congé... elle aussi le congé maternité et d'accueil de l'enfant. Donc je pense que c'est peut-être aussi une question de représentation, de se dire parce que c'est une femme, l'entrée dans la parentalité, il est légitime et l'employeur va soutenir la parentalité. Donc je pense aussi que sur les questions d'accès à la parentalité, il y a des choses à faire du côté de la déconstruction des masculinités, un travail collectif. Moi, je regarde un petit peu ce qui existe en termes de collectifs masculins, féministes, pour déconstruire les questions de masculinité. Ça arrive un petit peu, mais il y en a très très peu. Moi, dans mon entourage, j'ai plein d'amis hommes et d'entourage masculin qui disent « ouais, c'est super ce que vous faites, je suis d'accord, etc. » Et bon, après, la fibre militante, le déclic qui se fait sur un sujet qui nous touche. C'est pas quelque chose qui s'impose, qui se décide, mais voilà,
le militantisme pour l'égalité fait par les hommes, il est important. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous voulez aussi, vous libérer des normes de masculinité toxique qui vont vous polluer dans vos relations amoureuses, vos relations parentales et plein de choses que vous savez mieux que moi, essayez de vous organiser et les féministes seront là pour vous soutenir, j'en ai aucun doute. Non, mais, moi, je pensais à parler des solutions, de ce qu'on pouvait faire en entreprise, parce que je vois que le temps file et je me dis que c'est cool de laisser du temps aux questions, mais peut-être pour clôturer c'est pas clôturer, mais en tout cas se dire que sur cette histoire de congé paternité-maternité, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui militent pour une solution serait de remplacer en fait cette histoire de congé paternité-maternité par un seul et même congé de durée égale et qui serait nouveaux parents. Et en fait, il y a des pays qui avancent en ce sens, et nous en France, on est quand même très très lent. Enfin oui, aujourd'hui on a le congé paternité qui a été rallongé à 1 mois globalement. Bon, c'est évidemment qu'on s'en réjouit, mais on va tellement lentement là-dessus. C'est pas avec ça qu'on va déconstruire. C'est pas en 1 mois que en fait les pères vont s'investir à hauteur, rattraper en fait ce qui leur manque sur l'investissement des premiers mois. Parce que par contre, ça, les études le documentent très très bien. C'est en s'investissant dans les premiers mois de la vie de l'enfant et en participant au travail du soin. C'est-à-dire pas faire que les jeux coulent à partir de 3 ans, mais en fait donner le bain, donner à manger, préparer les biberons, couper les ongles, je sais pas les trucs, mais vous avez déjà coupé les ongles d'un bébé, non mais je vous dis des trucs comme ça parce que et en fait c'est en faisant ça que après il y a un continuum qui se crée entre le fait de s'investir très tôt et ensuite d'avoir une répartition égale dans les tâches liées à la parentalité. Donc un seul et même congé, nouveaux parents de durée égale, déjà ça pourrait être une solution. Je voudrais juste donner 2 ressources. On va donner les petites ressources, les petits tips pour la suite, et après on vous posera des questions et ça se trouve vous aurez des tips aussi à nous donner. Du coup, c'est à toi. J'ai juste vraiment 2 ressources très concrètes. C'est pour la visibilité des familles. Je vous invite à vous renseigner sur un collectif qui s'appelle le collectif Famille, qui représente les familles LGBTQIA+, et qui est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent, y compris dans le monde du travail. Et enfin, en son temps, il y a eu ce qu'on a appelé le Parental Act avant justement pour que des entreprises s'engagent sur le congé paternité. Ce Parental Act n'a plus lieu d'être puisqu'on est passé à 1 mois, mais récemment s'est développé le Parental Challenge. C'est un organisme qui incite et qui donne des ressources et des solutions très concrètes et qui accompagne les entreprises vers la prise en charge et l'accompagnement à la parentalité dans leur structure. Et voilà, je vous laisse le soin d'aller voir sur Internet. Il y a des guides, il y a des solutions gratuites et c'est vraiment très, très, très intéressant. C'est très complet. Allez-y, vraiment, le guide est super. Le Parental Challenge, c'est ce que vous trouverez de mieux, je trouve, sur ce sujet de la parentalité en entreprise. Et pour finir, donc je rappelle donc l'appli Mayday qui me semble être un très bon outil. Et puis donc hyper important, c'est amener les petits garçons et les hommes dans l'univers du care. Parce que c'est un réel apprentissage dont on a besoin et qui est plus facile d'acquérir si on a déjà des bonnes bases, de développer si on a déjà des bonnes bases. Et donc, on a vraiment besoin d'un congé coparent qui soit long et de même durée, non pas parce qu'on serait identique, en fait, on ne l'est pas. Quand on accouche, on n'est pas un ascenseur qui s'ouvre et qui se referme. C'est un gros taf, physiquement. Il y a 9 mois derrière. C'est vraiment des saignements qui durent longtemps, des cicatrices. Ça peut être vécu de façon plutôt tranquille et sereine, mais ça peut aussi être très mal vécu. Il y a 20% de dépression postpartum, et il y en a d'autant plus que la société, elle maltraite les mères, les femmes quand elles deviennent mères, vu comme il y a des violences gynéco-obstétricales, vu que les pères ils peuvent pas être là parce que la société elle a décidé que c'était pas leur place, mais vu que c'est l'entourage premier des mères et que les mères elles ont besoin de se reposer et elles ont le droit, il faut qu'on prenne soin d'elles, que la société prenne soin d'elles. Eh bien, il faut un congé paternité de longue durée pour s'occuper d'une personne qui a besoin de récupérer et s'occuper d'un enfant qui, si on s'en occupe pas, ne peut pas vivre. Et apprendre aussi le partage des tâches qui subit un gros coup de frein au moment de l'arrivée d'un enfant, justement. Donc déjà, on ne part pas sur la même base, il y a une inégalité dans le partage des tâches. Mais quand un enfant arrive, vu comment la société organise ça, c'est encore pire.
Et en plus avec des mères qui se retrouvent mais maltraitées et tout le monde fait comme si voilà, c'était normal, naturel, d'ailleurs plein de bonheur, etc. Voilà, donc il faut militer pour une réforme de ce congé coparent. Alors maintenant, on va vous poser des questions. Déjà, merci. Il y a une question juste derrière. Merci beaucoup. On va prendre les questions. Quand vous posez la question, est-ce que vous pouvez lever, s'il vous plaît? Parce que comme ça... Oui, très bien, merci. Donc moi, je suis papa de 3 enfants. Là, vous avez posé le diagnostic, donc c'est essentiel en fait pour savoir comment corriger les choses. Maintenant, ma question, c'est est-ce que vous avez des pistes maintenant pour faire changer les choses? Parce que si on compte que sur la bonne volonté de chacun, là, vous voyez, à mon avis, vous avez prêché que des convaincus. La salle est clairsemée, donc c'est bien, on va faire avancer, mais de 1 minute de répartition des tâches, on passera à 2 minutes. Pour que ça change vraiment, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut en passer par les politiques, par des mesures coercitives? Enfin, je ne sais pas, voilà, je voulais votre point de vue là-dessus. Merci. Alors, bien sûr que déjà, c'est un sujet politique, donc bien sûr que les politiques ont leur rôle à jouer, et oui, il faut qu'on milite pour faire bouger les choses, et le législateur, souvent, il est un peu en retard là-dessus, c'est-à-dire qu'il arrive que la société avance plus vite que lui, et parce que là, on est quand même en train de parler du travail, donc moi, si vous voulez, je vais vous donner quelques pistes à la maille de l'entreprise, parce que je pense qu'il y a des choses qui existent et qu'on doit faire bouger déjà quand on est employeur ou qu'on est salarié aussi dans l'organisation. Et le Parental Act, par exemple, c'est un bon exemple. Le Parental Act, il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé cette charte qui disait on va faire un congé paternité de 1 mois 100% rémunéré, et c'est par la suite que la loi a bougé. Donc je pense que sur ce sujet-là, les entreprises peuvent jouer le rôle d'avant-garde, enfin en tout cas pousser le législateur. Mais bien sûr que oui, l'État doit bouger avec nous là-dessus, mais je pense que toutes les associations en sont conscientes. Quelques tips quand même sur l'organisation de la parentalité en entreprise. Pour moi, il y a quand même un sujet clé, c'est on peut faire toutes les bonnes mesures de type travailler sur le congé parental, on en a parlé, interdire les réunions après 17h30 par exemple, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais déjà le fait de le faire, ça favoriserait un meilleur engagement dans la parentalité. Proposer des jours de télétravail, enfin en tout cas le penser collectivement comme je disais tout à l'heure. Participer à des financements de crèches d'entreprise, avoir cette idée que les modes de garde, ça s'organise et peut-être que l'entreprise a un rôle à jouer. Mais tout ça, c'est très bien. Mais si on ne s'attaque pas à la culture du présentéisme et à la question de l'injonction à la productivité et à la charge de travail, toutes ces autres mesures resteront cosmétiques pour moi. C'est-à-dire que j'en parle d'autant plus qu'on est dans un univers digital, web, start-up, où les start-up sont souvent assez engagées sur ces questions-là. Parce que déjà, elles savent que ça paye, enfin, elles ne sont pas complètement débiles, elles savent que pour attirer les talents et les fidéliser, elles doivent avancer dans la société. Et donc, elles investissent le champ de la parentalité, et tant mieux. Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'aussi dans ces univers-là, où il y a une injonction au travail et à la productivité, voire au surtravail, qui est très forte, et en fait, c'est très difficile d'être parent dans ces univers-là. Parce que quand on vous demande de rendre des dossiers ou des présentations pour hier, ou vous voyez, toutes ces phrases qu'on entend dans les startups, c'est juste pas possible de conjuguer la vie de parents. Donc, s'atteler à la question de la charge de travail, se poser la question de est-ce que ma charge de travail globale est compatible avec une vie de famille? Mais véritablement, quoi. C'est-à-dire, on va compter les heures et on va voir s'il ne faut pas embaucher quelqu'un en plus dans l'équipe. Et voilà, et pas être sur juste des mesures qui sont faciles à prendre. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ça nécessite de sensibiliser les gens et puis de s'organiser, mais vraiment, si on ne s'attaque pas à cette culture du présentéisme et de l'injonction à la productivité plus partout, tout le temps, ça va être difficile de faire bouger les choses pour moi. Il y a un sujet qu'il faut connaître aussi, c'est quand on a travaillé sur l'évolution du congé paternité et coparents, il y a un vrai écart générationnel sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le dernier rapport de l'adresse, qui date de 2016 sur un sujet, indique quelque chose de très clair, c'est que chez les 18-24 ans, il y a 69% des pères, enfin des hommes interrogés qui sont favorables à une augmentation du congé paternité, et dans la dernière tranche,
et bien en fait le rapport est totalement inversé. Ce qui avait donné d'ailleurs l'année dernière, je crois, une enquête globale qui disait que seulement 31% des hommes étaient favorables à l'évolution du congé paternité, ce qui est un chiffre totalement tronqué, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les personnes en responsabilité, les personnes en politique, sont quand même des vieux gars qui n'ont rien foutu avec leurs enfants au départ. Donc, vous voyez, donc c'est important de bien mesurer ça. Et ensuite, est-ce qu'il faut une solution politique ? Oui, il faut une solution politique. Et je pense qu'il faut une solution courageuse. Aujourd'hui, ce qui manque en France, c'est la volonté politique. Pour qu'il y ait la volonté politique, il faut qu'il y ait la volonté sociétale, comme elle l'évoque. Malheureusement, c'est aussi à nous de faire. C'est aussi à nous de montrer l'exemple. Aujourd'hui, si vous allez embaucher demain dans la tech, vous n'allez peut-être embaucher des seniors, mais votre public, il est quand même plutôt jeune. Donc connaître les aspirations de ces jeunes, connaître le fait de savoir que ce qui va les faire rester chez vous, parce que je sais que ce sont des environnements très concurrentiels au niveau de la main-d'œuvre, ce qui va les faire rester chez vous, c'est justement d'avoir des politiques parentales efficaces. Et donc c'est comme ça que ça va changer. Et donc oui, désolé, ça passe par là. Après, moi, pour être transparent avec vous, moi je suis pour un congé paternité et coparent équivalent à celui de la mère en termes de durée à minima, et obligatoire au moins de 8 semaines à l'arrivée. Donc c'est pas avec nous 7 petits jours qu'on va aller bien loin, je suis d'accord. Oui, c'est pareil, c'est clair que ça passe par l'organisation politique. Voilà. Donc monter un collectif juste à deux, moi j'ai commencé comme ça. Voilà, ensuite ça a fait des assos qui ont participé vraiment très très fort à faire bouger la loi là-dessus. Et puis j'imagine que si vous êtes dans les métiers de la tech, dans les assos militantes là-dessus, on a carrément besoin de compétences dans le domaine. Donc n'hésitez pas à proposer un petit peu de temps à nous rejoindre. Mais oui, clairement, organisation politique. Pourquoi ? Parce que voilà, les décideurs, ça va être des hommes, donc ils voient pas trop le problème. En plus, ils sont pas tout le temps pairs, et s'ils le sont, ils le sont en sous-traitant aussi, parce que là, du coup, sur des hommes politiques, on est sur clairement des gens qui ont les moyens de se faire livrer les repas, d'avoir des employés pour gérer toutes les tâches domestiques. Donc voilà, ils voient pas trop le problème, mais en même temps, politiquement, c'est un sujet qui est payant, quoi. Enfin, qui est en tout cas qui, dans les jeunes générations, il y a vraiment une volonté de bouger là-dessus. Mettez des maires à l'Assemblée. Regardez vos députés, là, c'est bientôt les législatives, et mettez des maires à l'Assemblée. Alors là, il nous reste 3 minutes 50. Il y avait 2 questions. On va les faire rapides. Du coup, on va le faire rapide. Comme ça, on fait ces 2 questions. Quelqu'un d'autre aura une question ? Alors, j'ai pas mes lunettes, donc du coup, là-bas. Donc, il y a 3 questions, 3 minutes. Une minute par question, ça vous va ? Oui, ok. Je donne la réponse aussi. Je fais le lien avec une conférence hier qui avait lieu sur la notion de contrat psychologique entre un employeur et un salarié. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y avait 2 tendances. Il y avait des gens qui avaient plus une importance sur la relation contractuelle. Tu me donnes du salaire, je te donne du temps. Et d'autres qui étaient sur une relation émotionnelle. Tu me fais vivre des belles expériences et moi, je m'implique. Et j'ai le sentiment que c'est un tabou, en fait, la parentalité, que ça n'a pas sa place dans une entreprise parce que c'est votre vie privée. Et donc, c'est exclu. Voilà. Et parce que moi, instinctivement, je suis plutôt dans l'émotionnel, j'aurais tendance à dire pourquoi on ne vient pas au travail avec nos enfants. Aux États-Unis, on peut venir au travail avec son chien. Pourquoi en fait on n'aurait pas une zone un peu où ils jouent entre eux pendant qu'on travaille en fait je parle dans le tertiaire, mais pourquoi pas même dans les usines. Mais c'est mon rapport émotionnel. Et je me rends compte que l'immense majorité des gens disent non, mais les enfants, c'est ta vie. Nous, on n'en entend pas parler, on te paye, tu nous donnes du temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et maintenant, vous avez 16 secondes pour répondre. Non, mais je pense que ce que tu dis, c'est très juste. Enfin, c'est le combat qu'on doit mener, c'est-à-dire c'est faux et c'est vain de penser qu'on peut complètement oublier qui on est dans notre entièreté quand on va travailler. Enfin, on va travailler avec tout ce qu'on a en tête. Et en fait, ce que tu poses comme question de le fait de devoir effacer sa vie intime quand on va au travail, aujourd'hui, ça change. Il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus entrer là-dedans et les RH l'entendent. Il y a quand même des progrès. Et il y a des progrès qui sont faits sur la parentalité, sur la prise en compte des vulnérabilités au sens large, parce que ce que tu dis, ça ne concerne pas juste la parentalité. C'est aussi, par exemple, tu vois, le fait d'être en situation d'aidance, de devoir t'occuper de tes propres parents quand tu n'as pas entre 30 et 40 ans, mais plus de 45 ans. Tu as aussi d'autres considérations qui viennent. C'est aussi ça, le futur du travail, c'est penser aux situations d'aidance, des situations de type tu vis des tragédies, des deuils, etc. Mais comment ça c'est accepté aujourd'hui dans le monde de l'entreprise ? Très mal, parce que effectivement pendant des années on a cloisonné complètement la sphère privée de la sphère professionnelle. Et je pense que
aujourd'hui, avec l'hybridation j'aime pas trop ce mot-là, mais je sais même pas le dire tellement je le déteste, l'hybridation des vies, en fait, c'est plus possible de penser comme ça en cloisonnement. Donc je pense qu'il faut oser mettre ce sujet sur la table, en parler avec les managers, avec les employeurs, avec les RH, et dire, moi, si tu en as envie, parce qu'il ne faut pas non plus rentrer dans l'écueil qui serait que l'employeur connaisse toute ta vie et soit trop intrusif. Mais si les salariés ont la volonté de parler de ça et de concilier leur vie intime et professionnelle, alors ils doivent pouvoir le faire. Pour moi, c'est Alors, une dernière question. Désolé pour la personne qui est au fond. Désolé. Bonjour, du coup, je m'appelle Marie-Esther, je suis cofondatrice d'une start-up sur la santé mentale des enfants. Vous avez beaucoup parlé de maternité, vous avez beaucoup parlé du travail, du rôle de la parentalité. Et moi, j'ai envie de vous poser une question. Et les enfants dans tout ça, l'impact sur leur santé mentale, sur l'inégalité du travail, parce que c'est vrai, hein, je comprends, je suis parent de la première, on a un impact de charge mentale qui est élevé. Quel est l'impact sociologiquement même sur notre charge mentale qui est augmentée avec la productivité et tout ce que vous avez développé en termes d'arguments. Quel est l'impact sur les enfants? Il y a une étude qui est parue aux États-Unis qui dit qu'aujourd'hui, il y a un parent sur deux quasiment qui prend une journée de congé pour la santé mentale de ses enfants. Voilà, moi j'ai envie de vous entendre aussi là-dessus. Merci beaucoup. L'impact sur les enfants... Il y a différentes choses qu'il faut voir et je vais essayer d'être très rapide, donc très synthétique. Premièrement, je vais revenir sur la question précédente. Cette histoire d'amener les enfants au travail, moi je veux bien. Donc il y a des enfants, ça voudrait dire qu'il y aurait des entreprises kids-friendly, tout comme on a des endroits kids-friendly. En fait, concrètement, quand on a des endroits comme ça qui sont machin-friendly, c'est-à-dire que le reste de la société ne l'est pas. Donc si vous voulez un aperçu de la place de l'enfant dans la société, le voilà. S'il y a des endroits kids-friendly, c'est-à-dire que partout ailleurs, les enfants, on ne sait pas faire ou on ne veut pas faire avec. Au niveau de l'impact sur l'enfance de toutes ces mesures, il est prévu aujourd'hui. On sait aujourd'hui deux choses au niveau de la parentalité. C'est que, pour qu'un enfant aille bien, il faut que ses parents aillent bien, à commencer par la mère les premières semaines, qui est quand même très impactée par la présence de l'enfant. Donc, pour que la mère aille bien, il faut que le père ou le coparent aille bien. D'accord ? Donc, tous ces sujets en fait, sont liés au fait de prendre soin de l'enfant, à ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Ensuite, en termes de construction et de santé mentale et d'équilibre affectif de l'enfant, ça permet de développer des liens d'attachement avec ce qu'on appelle les figures d'attachement principales, des liens solides, des liens sécurisants. Et donc, ça permet une présence et surtout le fait que les deux figures d'attachement prennent soin, comme ça a été dit et redit par tout le monde ici, ça permet justement d'avoir cette sécurité affective importante et qui permet un bon développement psychocognitif de l'enfant. Donc tous ces sujets, c'est important. Après, dans une mesure plus large, je vous laisserai là-dessus, je vous laisse réfléchir au fait que nos enfants deviennent aussi tels qu'ils nous voient. Donc forcément, s'ils voient papa qui ne fout pas grand-chose à la maison et maman qui fait tout, c'est compliqué. Et s'ils voient ces deux parents qui se tuent à la tâche au travail et qui sont crevés le soir, mais en fait, ce sont des modèles qui vont reproduire. Donc notre responsabilité, elle est là, que ce soit vous, moi, la société, les entreprises. Tu peux compléter, comme ça on finira là-dessus. Oui, je voulais citer un slogan féministe, il me semble, des années 70, qui rejoint ce que tu viens de dire et puis aussi la question que vous posiez. Ce slogan, c'est « Le privé est politique ». En fait, c'est faux que... Alors oui, on a des espaces d'intimité, on a nos intimités, on n'a pas tout à dévoiler, sauf que l'organisation de la société, elle est pensée politiquement et elle a un impact sur nos vies privées. Donc, notre vie privée et le politique sont liés. Donc, si on veut faire bouger nos vies privées, il faut un rapport de force politique. Un très 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 grand merci pour cette conf. Très heureuse qu'elle clôture cette salle. Je pense qu'on peut vous applaudir.